La révolution d'octobre 1917 a fait naître une illusion, celle d'un homme nouveau et d'un monde meilleur. En France, cette illusion a duré plus longtemps qu'ailleurs et pourtant, bien avant Raymond Aron, des témoins s'étaient exprimés sur le régime issu du coup de force bolchevique dès ses débuts. Boris Krzyzewski était l'un d'eux, militant socialiste russe, collaborateur du journal L'Humanité pour lequel il a couvert les événements à Petrograd. Il avait conservé sa lucidité sur la nature violente du régime en train de naître. Il a payé le prix de cette indépendance. Ses articles écrits après les événements d'octobre ont été censurés parce qu'ils mettaient à mal l'un des grands mythes fondateurs du XXe siècle. Les éditions de Fallois les rééditent aujourd'hui, 100 ans plus tard, dans un livre magnifique qui s'intitule « Vers la catastrophe russe ». Jean-Claude Casanova, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la revue Commentaire que vous avez fondée avec Raymond Aron et vous avez préfacé la réédition des articles de Krzyzewski. Alors, racontez-nous un petit peu qui était Krzyzewski. Alors, Krzyzewski est à peu près un contemporain de Lénine, il est russe et il est un militant socialiste en Russie, il est emprisonné, il est expulsé. Quand il est expulsé, il s'installe d'abord en Allemagne, puis en Suisse, un peu comme Lénine, puis en France. Après 1900. Et il était à Paris le correspondant des grands journaux socialistes allemands, et il devient un des collaborateurs de l'Humanité pour les relations avec les questions internationales. Et quand la révolution se produit en 17, l'Humanité l'envoie comme correspondant à Petrograd. À Petrograd. Et il envoie des lettres à l'Humanité, qui sont ces articles qui sont publiés. Et le dernier article qui est publié, c'est celui qui coïncide avec... qui raconte le coup de force proprement dit, c'est-à-dire le moment où les bolcheviks s'emparent du pouvoir. Passionnant article, oui, d'ailleurs. Très bel article, oui, il étale sur 4 numéros de l'Humanité, qui est une description. L'intérêt de Krzyzewski, c'est un témoin particulièrement informé, c'est-à-dire qu'il connaît Trotsky, il connaît Lénine, il est russe, il est parfaitement à l'aise, et donc il voit très exactement ce qui passe. Mais il n'est pas bolchevique, donc il est au fond proche des mencheviks, ou plus à droite que les mencheviks, du parti cadet, c'est-à-dire du parti constitutionnel. Et donc il assiste, pour lui, il y a, dans ses lettres, si vous voulez, il y a un mélange de description et d'indignation progressive. Et elle se termine d'ailleurs avec l'événement décisif, la fin, si j'ose dire, c'est que les seules élections libres qu'il y ait eu sont les élections pour l'Assemblée constituante. Les bolcheviks sont en minorité, le coup de force a eu lieu, ils tiennent Petrograd, ils tiennent la Russie d'une certaine façon, et les élections de l'Assemblée constituante, ils sont minoritaires, et la Garde rouge dissout l'Assemblée constituante, et à ce moment-là, il rentre à Paris. Alors, ces articles, d'après le coup de force, sont censurés. Jean-Claude Casanova, est-ce que Boris Krzyzewski est le seul à avoir gardé les yeux ouverts à l'époque ? Non, parce que vous avez un autre grand témoin français, qui est un homme très important, qui est Albert Thomas, oui, qui est l'ami de Jaurès, qui est un ancien élève de l'école normale, un grand historien, et qui est ministre et qui est à Petrograd pour ce qui obsède les Français, pas seulement les Français, les Anglais aussi à cette époque, c'est que si la révolution russe, à certains égards, est une opération allemande réussie. Les Allemands ont transporté Lénine, si vous voulez, ont transporté le noyau du parti bolchevique. Lénine s'était petit à petit emparé du parti socialiste russe à l'étranger, et les Allemands l'ont transporté, et la révolution russe interrompt la guerre. Donc les troupes allemandes peuvent être reportées sur le front occidental, et la très grande crainte française, crainte qu'éprouve aussi Krzyzewski, c'est évidemment que la guerre soit déséquilibrée. Et Albert Thomas, qui est un témoin à peu près, dans la première partie de la Révolution, quand les bolcheviks n'ont pas réussi le coup de force, Albert Thomas va en Russie, et il est inquiet, si vous voulez, de la montée de la force révolutionnaire, qui est délibérément pacifiste, et donc veut abandonner les Alliés, alors que les Russes ont joué un très grand rôle dans le déclenchement de la guerre. Alors, pourquoi la Révolution russe a eu plus d'impact en France
qu'ailleurs. Pourquoi l'illusion a duré plus longtemps en France qu'ailleurs? Ce qui est très symbolique, c'est le grand historien français de la Révolution française, Albert Mathiez, qui fait presque après 1919 un grand article sur Lénine et Robespierre. C'est-à-dire que la révolution russe est présentée comme la continuation et l'épanouissement de la révolution française. D'ailleurs, délibérément, le mouvement communiste bolchevique se présente comme la continuation de 1792 et de la Commune de Paris. Donc, si j'ose dire, c'est presque une troisième étape de l'histoire de France pour le Parti révolutionnaire, pour ceux qui se considèrent comme des révolutionnaires. 92 est vaincu à Thermidor, la Commune de Paris est vaincue par Thiers, et donc l'espoir révolutionnaire s'est transplanté en Russie. Et donc, le Parti révolutionnaire français, d'une certaine façon, c'est la France qui a inventé le communisme révolutionnaire. 92 et la Commune de Paris, interprétées, on peut discuter les interprétations, notamment pour la Commune, interprétées par Marx et par Lénine, sont présentées comme les éléments précurseurs. Et la révolution russe est celle qui va accomplir ce que n'a pas réussi les révolutionnaires français de 70 ou de 92. Alors, on dit souvent que qu'en France, on a la gauche la plus marxiste d'Europe occidentale. Enfin, on a eu en tout cas une gauche qui a plus que les autres en Europe résisté au courant de la social-démocratie. Est-ce que c'est encore le cas? Ou est-ce que c'est fini? Une grande partie du marxisme n'est pas révolutionnaire. Le marxisme allemand, si vous voulez, Bernstein, Kautsky, est plutôt révisionniste. Une grande partie du marxisme aboutit à la social-démocratie. Et Engels lui-même, si vous voulez, à la fin de sa vie, Kautsky considère qu'à partir du moment où il y a le suffrage universel et des syndicats puissants, la révolution n'est plus nécessaire. En revanche, le parti léniniste, lui, veut une révolution radicale et il va s'opposer, si vous voulez, il va créer une profonde scission à l'intérieur du mouvement socialiste. D'ailleurs, dans ma préface, volontairement, je cite les deux grands textes de deux disciples, des deux principaux disciples de Jaurès, qui sont Léon Blum et Albert Thomas. Presque tout de suite, après le dernier article de Krzyzewski accepté par l'Humanité, qui va tomber dans la main des bolcheviks, si j'ose dire, Léon Blum et Albert Thomas prennent position contre le bolchevisme. Ils considèrent que c'est une perversion. Et donc vous avez là la coupure du mouvement socialiste, disons pour simplifier, entre communisme et socialisme, entre communisme et social-démocratie. Il reste encore des traces aujourd'hui dans la gauche française en 2018 ? Oui. Oui, le Parti socialiste est resté fidèle à sa tradition, il a une petite aile gauchiste, mais d'une certaine façon, si vous observez Mélenchon, il y a chez Mélenchon une nostalgie révolutionnaire, si vous voulez, une interprétation de l'histoire, certainement un culte de la Commune de Paris et de 92, de Robespierre. La gauche radicale est d'une certaine façon en Europe d'origine française. Alors, 1917 n'a pourtant pas du tout été commémoré l'année dernière, c'est un phénomène... ni à Paris, ni à Saint-Pétersbourg. Pourquoi ? Non. Ben, écoutez, c'est un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que cet événement de 17, qui va mobiliser, qui va avoir un impact énorme dans le monde entier, au Mexique, au Venezuela, Cuba, tous les pays communistes, le mouvement communiste, la fascination sur le monde intellectuel a été extraordinaire. Et il est abandonné aujourd'hui. Imaginez que, par exemple, qu'est-ce qu'aurait été la France si, en 1889, on n'avait pas célébré le centenaire de la Révolution française. Et c'est l'époque où, d'ailleurs, après, Clémenceau va très loin. Il dit la Révolution est un bloc. Il faut la prendre, y compris Robespierre et la terreur. Et là, il y a eu un délaissement dans le monde intellectuel, dans le monde politique, dans le monde historique. Il y a eu un délaissement de la révolution russe, sans doute parce qu'il y a une perception générale de l'échec. Que l'Union soviétique, le communisme russe a été épouvantable et qu'il est l'équivalent, si vous voulez, du nazisme. Oui, Jean-Claude Casanova, cela n'exclut pas la popularité absolument impressionnante dont bénéficie aujourd'hui en Russie Staline, pourtant. Oui, mais alors ça, imaginons que nous soyons russes et regardons l'histoire russe du XXe siècle. Alors ça commence mal avec une défaite contre le Japon.
première défaite d'un pays occidental, européen, disons, par une puissance asiatique. Et ensuite, la Russie est belliciste en 1914, elle a de très grandes ambitions, y compris d'aller récupérer Constantinople. Et la Première Guerre mondiale est aussi un échec. Hein, ça se termine en 1917 par le traité de Brest-Litovsk, qui est un énorme recul de l'Empire russe. Bon. Ils perdent les pays baltes, la Pologne, etc. Donc, échec historique au début. Qu'est-ce qui reste de positif dans l'échec de la construction, du totalitarisme, du goulag, etc. Qu'est-ce qui reste de glorieux et de légitimement glorieux? La guerre patriotique. La guerre patriotique, c'est 41-45. Alors, c'est précédé par un accord Staline-Hitler. En 1943, même, Staline a de nouveau des rapports avec l'Allemagne. Mais bon, en gros, c'est une victoire, et c'est une victoire qui mérite d'être admirée de notre côté, parce que la Russie a fait un gigantesque sacrifice de sang. L'Amérique a gagné la Seconde Guerre mondiale en perdant 400 000 personnes. Elle l'a gagné en Asie et en Europe. Et la Russie a gagné la guerre en Europe en perdant des millions de gens. Des millions. La Russie a été saignée, ce qui explique d'une certaine façon, je crois, que Roosevelt, on reproche beaucoup à Roosevelt d'avoir laissé les Russes avancer, prendre la Pologne, etc. Mais je crois qu'il y a du côté occidental, anglo-américain, une espèce de reconnaissance pour le sang versé par les Russes. Et donc, je pense que chez les Russes, où il y a des enfants, des parents de tous les hommes sacrifiés, il y a l'idée que c'est le grand moment de l'histoire russe du XXe siècle. Mais vous ne pouvez célébrer la guerre patriotique qu'en conservant Staline, parce qu'il a été le chef de la Russie à cette époque. C'est pas un vrai Russe, c'est un Géorgien, si vous voulez, mais bon, quand même, il est l'incarnation de la Russie, et donc la glorification, la guerre patriotique est l'axe central de leur vision de l'histoire, et ils sont obligés de conserver une place à Staline. Alors, en même temps, ils doivent dire que Staline, c'est pas bien à cause du goulag, de la terreur, etc., il a un ministre des Affaires étrangères, Molotov, sa femme est en camp de concentration, et de temps en temps, Staline demande à Molotov des nouvelles de sa femme. Donc c'est un régime très étrange, c'est très difficile de l'aimer. Mais son rôle historique, son rôle patriotique fait que ils célèbrent Staline comme nous avons célébré des rois guerriers, Louis XIV ou Napoléon. Merci beaucoup Jean-Claude Casanova. Je remontre à nouveau le formidable livre que vous avez préfacé, Vers la catastrophe russe, de Boris Krzyzewski, une réédition des papiers qui ont été censurés après le coup de force de 1917. Merci beaucoup. Merci.